Bonjour à tous, bienvenue à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et d'avoir suivi toutes les règles qui sont imposées pour pouvoir rejoindre cette salle. Je sais que c'est pas toujours évident de sortir sa carte d'identité, donc vraiment merci à tous d'avoir suivi les règles du jeu imposées par le lieu. Déjà, juste un petit mot d'accueil de ma part. Donc, je m'appelle Ségolène Amiot, je suis députée de la France Insoumise en Loire-Atlantique et je suis fort heureuse de voir certains visages que je connais très bien, et quel hasard en ce mois des fiertés et aujourd'hui de se retrouver là, et puis plein de visages que je ne connais pas encore et qu'il me tarde de connaître les noms, les personnes, les histoires, les orgas qu'il y a derrière. Donc vraiment un grand merci d'être ici. C'est donc un événement assez inédit que nous organisons en ce mois des fiertés pour dresser une cartographie des luttes LGBTI. Aujourd'hui, je peux dire que ce colloque n'a absolument rien d'anodin. Il mobilise pas moins de 18 associations et 25 intervenants. C'est déjà une énorme réussite d'avoir réussi à mobiliser tout le monde. Et une petite pensée à toutes celles et ceux que nous avons oubliés ou que nous n'avons pas pu déplacer aujourd'hui, qui n'ont pas pu se déplacer ou pour lesquels on n'a pas réussi à organiser la venue. C'est un énorme événement, surtout crucial, dans un moment où la parole de celles et ceux qui représentent des minorités confrontées chaque jour aux exclusions et aux violences causées par leur identité de genre ou par leur orientation sexuelle, cette parole est silenciée, souvent, ou pinkochée, j'allais dire greenwashée, mais c'est un peu la même idée. Pinkochée, c'est-à-dire qu'on leur donne la parole 1 minute 12 et puis surtout, on ne les écoute pas. La parole des associations représentantes des personnes LGBTI, des personnes, certains et certaines s'en sont parfaitement accordés, et le fait de les silencier a permis, l'an dernier, que la sénatrice LR Jacqueline Eustache-Brinot a pu faire adopter une proposition de loi au Sénat qui veut imposer l'interdiction aux mineurs des bloqueurs de puberté et des traitements hormonaux. Interdiction accompagnée par la stratégie nationale pour la psychiatrie, la pédopsychiatrie, et donc vive la psychiatrisation. Merci à elle. Effectivement, les thérapies de conversion ne sont pas loin quand on entend ce genre de plan. Cette loi et son rapport ont été rédigés principalement par Céline Masson et Caroline Eliaschef, les cofondatrices de l'Observatoire de la Petite Sirène, un lobby transphobe notoire pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Et aujourd'hui, parmi les 18 associations présentes, très peu ont été auditionnées. Et les rares qui l'ont été ont vu leurs paroles tout simplement déformées ou ignorées. Alors merci à vous, les associatifs, les représentants et représentantes d'associations. Merci à toutes celles et ceux qui, au quotidien, continuent de lutter à créer et ouvrir des espaces de parole, de réflexion et d'action. Merci tout simplement d'être là et de ne jamais baisser les bras pour toujours aller de l'avant. Et au moment de commencer ce colloque sur les luttes LGBTI, je me dois de rappeler que sans vos organisations citoyennes, sans vos militants, sans vos actes militants, nous ne serions pas là et nos droits seraient absents. La lutte, c'est bien le fondement de notre stratégie insoumise et elle se mène avec un pied dans les institutions, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et un pied dans la rue. Un pied dans la rue avec vous. Le pied dans ces institutions, il permet aussi de vous faire entendre, et c'est bien l'objet de ce colloque aujourd'hui. Ce groupe, la dimension à la France Insoumise de lutte, elle est aussi portée par le livret LGBTI, et je souhaite aussi remercier et féliciter nos co-animatrices du livret, qui ont mené d'arrache-pied ce projet de colloque. Je les remercie et je les félicite parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de travail qui les attend dans la journée, en plus de ce qui a déjà été fait jusqu'ici. Ce groupe thématique assure la communication entre les actrices de notre mouvement et une vraie réflexion programmatique d'ampleur en parallèle pour pouvoir porter au quotidien et dans nos institutions
nos valeurs et nos revendications. Ce programme, il s'agit de commencer dès maintenant à le mettre en œuvre en ce colloque, aussi par vos réflexions. Il s'adresse également aux élus insoumises et insoumis qui vont pouvoir passer tout au long de la journée, vous rencontrer, participer aux tables rondes. Certains et certaines vont même prendre une part active tout du long. D'autres viendront simplement en spectatrices pour écouter et apprendre. J'insiste sur cette dimension-là puisque effectivement tout le monde n'est pas pleinement formé et informé de nos luttes, de nos combats et parfois même simplement de notre vocabulaire. Donc tout ça, ça s'apprend. Je le dis avec gravité aujourd'hui, une partie du monde géopolitique a entamé officiellement une offensive contre les personnes LGBTI. Pour beaucoup, parler des événements qui se multiplient dans un très grand nombre de pays européens et aux États-Unis depuis quelques mois, ce ne sera pas une découverte. Mais leur reprise permet de faire émerger une cartographie des fronts sur lesquels les batailles idéologiques vont devoir être menées ces prochaines années. Je note donc que ces fronts idéologiques, bien qu'ils aient toujours existé, se raidissent particulièrement en ce moment et avancent des méthodes diverses pour conserver un Occident organisé sur une base de patriarcat. Un premier front idéologique se dessine sans appel. Nous avons commencé une bataille contre l'international transphobe. Celle-ci revêt plusieurs formes de négation de l'existence même des personnes trans. Aux États-Unis, par la négation par les décrets de Trump, mais aussi par les législateurs et administrations des États fédérés, en s'appuyant sur l'idée complotiste qu'il existerait un délire transgenre. En Angleterre, la négation continue avec une adhésion aux théories féministes transphobes. Alors je dis bien féministes avec des gros guillemets parce qu'en fait il n'y a rien de féministe chez les TERF. Donc ces attaques transphobes ont pris une date particulière avec le 16 avril 2025, lorsque les juges de la Cour suprême ont voté l'exclusion des femmes transgenres de la définition du terme de femme, en se référant à la définition de femme biologique et en se référant à leur capacité reproductrice. À ce titre, je ne suis pas une femme. Cette idéologie se trouve désormais dans des organisations internationales comme la World Boxing, en guerre contre la boxeuse algérienne championne olympique Iman Khelif. Cette organisation a décidé d'imposer aux sportifs des tests génétiques afin de déterminer si elles étaient des femmes et concourir dans la catégorie féminine. Le second front idéologique touche plus globalement les attaques d'un certain nombre de pays d'Europe, notamment à l'Est, menées par la Russie et rejoint par les États-Unis contre le lobby LGBT, évidemment, que nous connaissons très très bien. Ce mécanisme part sur des législations qui reposent sur un protectionnisme de l'idée traditionnelle de la culture de chaque pays qui serait menacée par ce fameux lobby LGBT+. Développé et coordonné de façon internationale. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le grand chef du lobby LGBT, peut-être Mamaru, mais concrètement, je n'ai toujours pas réussi à le trouver, ce lobby. Ces législations bâillonnent toutes nos revendications et contrôlent nos corps et nos sexualités. Pour la France, nous avons identifié 4 sujets qui structurent aujourd'hui les luttes LGBTI et leur avenir. Dans une première table ronde que nous allons pouvoir envisager les VARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, comme espace d'émancipation et d'empouvoirment dans la lutte des droits LGBTI+. Cette éducation à la vie affective et sexuelle est depuis longtemps un point de crispation de la part des familles réactionnaires et intégristes, les collectifs de parents, alliés et des associations transphobes s'attaquent à cet enseignement par des vagues de désinformation, d'intimidation et de harcèlement. Dans un second temps, nous aurons l'occasion de nous pencher sur l'accès à la santé pour une prise en charge inclusive et bienveillante des personnes LGBTI+. En France, les premières marches des fiertés se sont vite accompagnées de revendications dans la prise en charge des personnes touchées par le VIH. Une lutte des premières heures qui présente aujourd'hui des enjeux nouveaux sur la santé sexuelle et certaines nouvelles pratiques, sur l'accès des professionnels de santé compétents, sur l'accès à des professionnels de santé compétents et compétentes et bienveillants et bienveillantes, pour l'accès aux soins des personnes trans particulièrement discriminées, après avoir été longtemps victimes de pratiques médicales très violentes.
sur le droit des mineurs trans d'être accompagnés dans leur transition. Par ailleurs, la loi ne permet toujours pas une protection effective des enfants nés intersexués, qui font encore aujourd'hui l'objet de pratiques médicales mutilantes, longtemps appelées des actes de conformité sexuelle, de mise en conformité sexuelle. Il s'agira donc d'envisager comment engager de nouvelles luttes sur ces sujets. Nous nous pencherons ensuite sur les structures communautaires comme lieu de résistance et des luttes et des solidarités LGBTI+. Ces structures représentent des lieux ancrés dans les territoires avec des personnes LGBTI pour les accueillir et où les personnes LGBTI peuvent se retrouver. Se retrouver est une nécessité, un préalable pour créer du commun et organiser la lutte. Ces lieux deviennent eux-mêmes des raisons de lutte lorsque leur existence se trouve menacée face au définancement de l'État, du tissu associatif notamment. Plus que des lieux d'organisation de lutte, ce sont des lieux devenus parfois des structures d'accueil, d'entraide vitale à la survie des personnes LGBTI, exposées à des violences qui, en bien trop régulièrement, mettent en jeu leur vie. Ces violences et discriminations que vivent les personnes LGBTI, nous allons donc en parler dans une dernière table ronde avant de clôturer ce colloque. La violence subie par les personnes LGBTI n'a pas diminué, bien au contraire. Les discriminations au travail sont omniprésentes, encore trop peu saisies. En France, nous voyons bien que ces terrains de lutte dérangent. La semaine dernière, c'est encore Valérie Pécresse et un grand nombre de députés du Rassemblement national, toutes de droite, ont essayé de créer une polémique honteuse face à l'affiche de l'inter-LGBT pour l'organisation de la Pride. Ce n'est qu'un prétexte pour se désolidariser de cette marche qui, bien que festive, a toujours été l'une des expressions les plus visibles de nos luttes intersectionnelles. À défaut de pouvoir faire disparaître les personnes LGBTI, les réactionnaires veulent pouvoir nous museler et cloisonner. Alors dans ce contexte, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça a un goût spécial de vous recevoir aujourd'hui dans ces murs, à l'Assemblée nationale, en tant que membre de cette communauté, et de pouvoir porter avec vous les luttes LGBTI. Cet événement est clairement une volonté de continuer un travail entamé avec un certain nombre d'entre vous déjà. Et pour continuer cette introduction, nous avons le plaisir d'accueillir Élie Hervé, journaliste spécialisée sur les questions de discrimination, de genre et de santé. Elle a publié récemment un ouvrage clé pour nos luttes transphobia, que tu vas pouvoir nous présenter. Et dans ce colloque sur la cartographie des luttes LGBTI, son ouvrage constitue donc un préalable de taille. Élie Hervé y dresse donc une cartographie assez précise du mouvement transphobe en France, ses idéologies, ses réseaux, ses stratégies politiques et sa méthode phare, la désinformation et la panique morale. C'est avec donc un immense plaisir que je lui laisse la parole pour nous parler des enjeux politiques autour des discriminations, des préjugés des personnes LGBTI+, en France.